L'écho des ombres. À l'intérieur du cockpit, le lieutenant Ethan Carter observait les écrans de contrôle. La station scientifique Pioneer 12 était silencieuse depuis 3 mois. Aucun message de détresse, aucun signal de vie. Comme si tout le monde avait disparu. L'intelligence artificielle Athéna parla à travers les haut-parleurs. Capteurs actifs. Aucun contact confirmé à la surface. Je ne détecte qu'un signal étrange qui perturbe la lecture des instruments. Le grésillement dans les casques de l'équipage augmenta en intensité, comme s'il essayait de former des mots sans jamais y parvenir. Dylan Ross, un sergent expérimenté, croisa les bras. Ce silence n'est pas normal. Il y a toujours des bruits de machines ou des transmissions de routine. Ça m'inquiète. Mia Torres, la pilote, vérifia une dernière fois les commandes d'atterrissage. Je vais amorcer la descente. Attachez vos ceintures. L'atmosphère est saturée d'interférences, mais je pense pouvoir poser la Helios Prime en sécurité. La navette Helios Prime entra dans l'atmosphère. Un épais brouillard recouvrit immédiatement le pare-brise, tel un voile dense. Dehors, tout devint vert et flou. Le vent soufflait violemment autour du vaisseau, emportant des particules inconnues. La coque tremblait légèrement sous l'impact des bourrasques. Mia pilotait avec prudence, évitant les rafales les plus fortes. Jake Park, soldat de l'équipe, observa par le hublot, mais ne distingua que des formes sombres de montagnes au loin. Aucune lumière, aucun signe de la station, juste ce brouillard infini. Athéna 1 mit à jour les relevés. Vitesse de descente contrôlée. Nous sommes à 300 mètres du sol. Recommandation. Atterrissage sur une zone plane, proche des coordonnées de la Pioneer 12. Le train d'atterrissage toucha le sol dans un léger choc. Tout autour d'eux restait vert et brumeux. La rampe de débarquement s'ouvrit lentement, libérant un air lourd et humide. Ethan Carter fut le premier à descendre, arme à la main. Il ressentit un froid étrange dans l'air, pas seulement dû à la température, mais comme un pressentiment oppressant. Le sol sous ses pieds était mou, presque spongieux. À la lumière de sa lampe, il remarqua une mousse visqueuse qui scintillait en vert foncé. Dylan Ross le suivit, examinant les environs. « C'est beaucoup trop calme. Je ne vois pas d'oiseaux, d'insectes, ni aucun signe de vie. » L'équipe avança en silence, suivant les coordonnées indiquant la position de la Pioneer 12. Seul leur souffle et le bruit du vent troublaient le silence. Chaque pas s'enfonçait, un peu dans le sol, comme s'il y avait de l'eau ou de la boue en dessous. Pourtant, aucune flaque visible et pas de pluie. Mia Torres frissonna. Cette planète me met mal à l'aise. Le brouillard est si dense que je ne vois pas à 10 mètres. Jake Park vérifia son communicateur. La communication avec la Helios Prime est mauvaise. Je vais essayer de maintenir le contact, mais il y a beaucoup de parasites. Après quelques minutes, ils aperçurent une clôture métallique tordue, vestige du périmètre de la Pioneer 12. Elle était corrodée, comme si quelque chose l'avait faite fondre. Dylan s'accroupit et toucha la structure du bout des doigts. C'est froid et rongé, mais ce n'est pas de la rouille ordinaire. C'est autre chose. C'est alors qu'ils entendirent des coups lents et sourds, quelque part derrière les arbres déformés au-delà de la clôture. Ethan leva son arme, faisant signe à l'équipe de se tenir prête. Quelqu'un ou quelque chose est là. Restez en alerte. La Pioneer 12 apparut enfin devant eux. Un vaste complexe métallique muni de tours de communication et de panneaux solaires. Mais la plupart étaient fissurés ou recouverts de cette mousse verte. On aurait dit que la base elle-même respirait sous l'effet du vent.
Athéna 1, via le communicateur du casque d'Ethan, annonça « Structure principale à 50 mètres. Aucune détection d'énergie. Les communications locales sont hors service. » Ethan acquiesça. On y va. Il se peut que des survivants se cachent à l'intérieur. La porte principale de la Pioneer 12 était ouverte. Aucune lumière. Un noir complet. L'équipe alluma les lampes de leur casque. À l'intérieur, l'air était plus chaud et avait une odeur forte, un mélange de moisie et de substances chimiques. Des gouttes d'un liquide vert, inconnu, ruisselaient sur les parois du couloir. Mia observa un instant. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. On dirait une sécrétion organique. » Dylan dirigea sa lampe vers le fond du couloir. « Vous voyez cette lumière qui clignote? C'est peut-être le générateur de secours. » Mia brandit son arme, respirant avec difficulté. Dylan regarde Ethan. Ça ne ressemble à rien que nous connaissions. Le rugissement retentit à nouveau, plus proche cette fois. « Formez un cercle défensif », ordonna Ethan. Quelque chose de grand rôde dans cette station. La troupe était immobile, au milieu du réfectoire de la Pioneer 12. Le rugissement métallique résonnait encore dans les couloirs, semblant provenir de quelque part au-dessus ou au-delà des parois. Le lieutenant Ethan Carter serra son fusil contre sa poitrine. La peur se lisait sur tous les visages. Restez groupés. On ne sait pas ce qui a produit ce bruit, mais ça peut être tout proche. Le sol grinçait sous leurs bottes, alors qu'ils avançaient en scrutant chaque recoin. Mia Torres, la pilote, recula d'un pas avec prudence. On dirait que l'air lui-même est devenu plus lourd. Soudain, un craquement sec se fit entendre dans une conduite d'aération au-dessus d'eux. Tous braquèrent leurs lampes vers le haut. La grille du conduit oscillait et des bruits de pas rapides s'y faisaient entendre, comme si des pattes ou des griffes y rampaient. Jake Park déglutit. Quoi que ce soit, il se faufile dans le système de ventilation. Avant qu'il ne puisse réagir, la grille explosa soudain, tombant au sol avec fracas. Ils se retournèrent, armes au poing, mais il n'y avait rien, seulement la grille tordue. La chose qui se trouvait dans les conduits avait disparu. Mia sentit une sueur froide perler sur son front. Ça peut être n'importe où maintenant. Ethan respira profondément pour garder son calme. Allons jusqu'à la salle de commandement. Il faut consulter les archives pour comprendre ce qui s'est passé. Ils progressèrent dans les couloirs, enjambant des débris d'équipement et des plaques de métal. La base semblait plus silencieuse que jamais, mis à part leurs pas et leurs respirations anxieuses. Arrivés à la salle de commandement, Ethan força la porte pour l'ouvrir. À l'intérieur, des moniteurs clignotaient, affichant des codes endommagés. Jake accourut vers la console principale. Le système a encore un minimum d'énergie. Je vais tenter de récupérer les derniers enregistrements. Sarah Blake, la scientifique, l'assista en parcourant du regard les données brouillées à l'écran. Voilà un fichier vidéo final. Il date d'il y a 3 mois, apparemment. Ils lancèrent la lecture. On y voyait un homme en blouse, l'air désespéré, face à la caméra. On n'aurait jamais dû toucher à ça. C'était bien trop dangereux. Ce ne sont pas seulement... L'image vacilla, se brouilla. On aperçut une forme sombre et imposante passer derrière le scientifique, puis la vidéo se figea. Athéna 1, l'IA de la navette, transmit un message audio dans les casques. Fichier vidéo corrompu, aucune autre donnée disponible. Jake martela la console de frustration. Mince, on ignore totalement ce qu'ils ont découvert.
Ethan prit une longue inspiration pour rester lucide. Si c'était si dangereux, ça peut expliquer la disparition de toute l'équipe. C'est alors que la radio de la Pioneer 12 émit un signal. Une voix jaillit de l'interférence, haletante et paniquée. Si quelqu'un m'entend, méfiez-vous d'eux. Ne les regardez pas dans les yeux. Si vous le faites, c'est fini pour vous. Puis la transmission s'interrompit, ne laissant que des parasites incompréhensibles. Mia cligna des yeux, décontenancée. Regardez dans les yeux? De qui parle-t-il? Dylan Ross, le sergent, avala sa salive. Peut-être que c'est une créature qui t'engloutit si tu la fixes. Après ce qu'on a vu, plus rien ne m'étonne. Des cris retentirent soudain dans le couloir voisin. Le groupe quitta la salle de commandement en courant, guidé par ces hurlements. Les parois paraissaient plus sombres, comme si la moisissure verte s'étendait. Ils atteignirent l'aile médicale et constatèrent des portes vitrées brisées, des chaises renversées, des traces de liquide verdâtre sur le sol. Dans un coin, un homme très amaigri tremblait, adossé au mur. Lorsqu'il releva la tête, on vit que ses yeux étaient entièrement noirs. Il semblait vouloir parler, mais n'eut même pas le temps d'ouvrir la bouche avant d'être emporté par une ombre gigantesque, surgie de nulle part. Jake écarquilla les yeux. C'était quoi, ça? Un bruit de griffures et de métal raclant résonna dans le couloir. Mia recula d'un pas, arme pointée. Mon Dieu, cette chose vient d'embarquer cet homme. La radio crépita à nouveau, la voix angoissée répétant l'avertissement. « Fuyez, vous ne pouvez pas les vaincre. Fus. » La liaison fut coupée net. Puis le même rugissement métallique se fit entendre, plus près cette fois, comme si la créature rôdait à quelques pas d'eux. On reprend le même type de son du début, mais il est plus proche et plus intense. Ethan leva son arme. La tension se lisait dans son regard. « Je crois qu'on ne peut plus fuir. Préparez-vous au combat. » Ethan Carter et son équipe se tenaient dans l'aile médicale, armes au poing. Le rugissement métallique résonnait à travers les couloirs. Se rapprochant de plus en plus, ils se placèrent en cercle. Jake Park jetait des regards anxieux dans toutes les directions, tentant de contrôler sa respiration. « Ethan, qu'est-ce qu'on fait si cette chose apparaît ?» Ethan serra légèrement son doigt sur la détente. On tire d'abord, on réfléchit après. Soudain, un fracas retentit au plafond. Des plaques de métal et du plâtre tombèrent, révélant un trou dans la structure au-dessus d'eux. Une créature massive surgit de ce trou, atterrissant avec un impact qui fit trembler la pièce. Elle était grande, mélangeant une peau métallique et des parties organiques. Ses yeux d'un éclat doré semblaient hypnotisés. Mia Torres poussa un cri involontaire. « Ne la regardez pas dans les yeux », rappelant l'avertissement radio. Tous évitèrent de fixer directement le visage du monstre. Dylan Ross ouvrit le feu. Les balles ricochèrent en faisant jaillir des étincelles sur son corps blindé. La bête émit alors un rugissement plus fort encore, levant une de ses griffes pour frapper Dylan, qui fut projeté contre le mur. Ethan et Mia continuèrent de tirer pour couvrir leurs camarades. Sarah Blake s'empressa de traîner Dylan à l'écart, avant que la créature ne réattaque. Jake, tremblant, visa la tête du monstre et fit feu. La balle traversa le côté, libérant un liquide sombre et le faisant reculer un bref instant. « J'ai réussi à la blesser », cria Jake. Mais la créature ne s'effondra pas. Elle se tourna simplement, lâchant un hurlement métallique, comme si la douleur la rendait plus furieuse encore. Ethan constata que l'affrontement direct tournait mal. La créature était imposante, résistante et enragée. Jake
Mia, couvrez-nous. Sarah, aide Dylan à se replier. On retourne vers le couloir principal. Ils se déplacèrent en tirant, reculant lentement. Les balles ne semblaient même pas lui infliger de vrais dégâts, mais la gênaient assez pour ralentir sa progression. Dans le corridor, les lumières de secours clignotaient, plongeant l'endroit dans une pénombre angoissante. L'éternel bruit de gouttes se faisait encore entendre, au loin. La créature percuta la porte, mais elle se referma au dernier moment, verrouillée par Mia. « Ça ne la retiendra pas longtemps, » dit-elle, essoufflée. Dylan, encore sonné, s'appuyait sur Sarah. « Tu crois qu'on lui a cassé quelque chose ?» plaisanta-t-il en grimaçant. Ethan secoua la tête. « On a juste gagné du temps. Il faut trouver une autre sortie ou un moyen de rejoindre la navette. » Ils empruntèrent un couloir latéral, progressant à la lueur de leurs lampes, fixées au fusil. Les parois montraient des traces de griffures. Le sol était recouvert de cette substance verdâtre. Jake s'efforçait de rester calme. Peut-être qu'il y a d'autres créatures comme celle-là. Le message disait de ne pas les regarder dans les yeux. Ça veut dire que chacune d'entre elles pourrait nous... Il ne termina pas sa phrase, préférant ne pas imaginer ce qui arriverait en les affrontant frontalement. Ils trouvèrent une petite salle, sans doute un débarras. Ethan referma la porte derrière eux et fouilla l'endroit. Chercher n'importe quoi qui puisse nous aider à la neutraliser, ou au moins la distraire. Mia et Sarah fouillèrent les caisses et les armoires. Elles mirent la main sur des grenades lumineuses et des batteries supplémentaires. Dylan, toujours en douleur, tenta un sourire. Des grenades flash, ça peut l'aveugler. Si on ne peut pas la regarder dans les yeux, elle non plus ne verra pas les nôtres. Athéna 1, l'IA de la navette, transmit un signal audio à leur casque. La Helios Prime détecte une légère activité sismique près de la Pioneer 12. Évacuation immédiate recommandée. Ethan répondit d'un ton grave. Athéna, prépare la Helios Prime pour un décollage d'urgence. On va tenter de la rejoindre. De retour dans le couloir, ils entendirent à nouveau le rugissement métallique, mais plus éloigné cette fois. Il semblait que la créature fouillait un autre secteur de la base. Ethan fit signe de se diriger vers la sortie est qui menait à la cour où ils avaient atterri. Sur leur chemin, ils traversèrent un secteur jonché de décombres, blocs de métal, câbles pendants, restes d'appareils. Le plafond semblait instable. Ils fuyaient de plus en plus, et la structure de fer était tordue, prête à s'effondrer au moindre choc. Avancez prudemment. On ne veut pas provoquer un effondrement, prévint Mia. Ils progressèrent lentement. Dylan, le bras endolori, résistait à la douleur pour avancer. Puis, de l'autre côté, ils virent une lueur verte clignotante. C'était la porte de secours menant à l'extérieur. « C'est notre sortie !» s'exclama Jake. Mais à peine arrivé près de la porte, celle-ci s'ouvrit d'elle-même. La créature était là. Elle se tenait voûtée, la carapace métallique renvoyant la lumière de leur lampe. Sans même la fixer, Ethan sentit l'éclat intense de ces globes dorés qui lui servaient Dieu. « Des grenades flash, maintenant », ordonna-t-il. Mia et Sarah dégoupillèrent les grenades et les lancèrent. Un éclair violent illumina le couloir. Le monstre hurla, se protégeant le visage de ses griffes. Ils en profitèrent pour se précipiter dans l'issue ouverte, rejoignant l'extérieur. Ethan Carter et son équipe quittèrent la Pioneer 12, se retrouvant à nouveau dans cet environnement ouvert, mais enveloppés par l'épais brouillard vert. Les faisceaux de leurs lampes ne perçaient qu'à quelques mètres devant eux. Le sol était toujours couvert de cette mousse glissante.
et la sensation d'être observé persistait. Jake Park, le cœur battant à tout rompre, pointa sa lampe vers l'endroit où, selon ses souvenirs, se trouvait la navette Helios Prime. La Helios Prime doit se trouver à 500 mètres dans cette direction. Mia Torres tenait fermement son arme, prête à tirer à la moindre menace. 500 ou 50 mètres, avec ce brouillard, c'est comme une éternité. Ils se mirent en marche, soutenant Dylan Ross, qui ressentait toujours une douleur à l'épaule. Sarah Blake tenait le scanner biologique, mais les interférences étaient si fortes que les données n'avaient plus aucun sens. Tout est hors de contrôle. C'est comme si la planète elle-même réagissait. Athéna 1 parla dans leur communicateur. La Helios Prime a détecté de légères secousses sismiques qui s'étendent, signe d'instabilité souterraine. Il est conseillé de faire vite. Quand ils furent à environ 300 mètres de la Helios Prime, le sol se mit à vibrer faiblement. De petites fissures se formèrent, créant des crevasses. Ethan fit signe de s'arrêter. « Restez groupés, le terrain est instable. » Soudain, une crevasse plus large s'ouvrit juste devant eux, provoquant un effondrement partiel du sol et révélant un tunnel souterrain, éclairé par une étrange lueur verdâtre. Au fond, on apercevait des formes se déplaçant rapidement, pareilles à d'énormes insectes. Jake eut un mouvement de recul, l'arme pointée. Qu'est-ce que c'est que ça? La créature métallique qu'ils avaient affrontée dans la base ne semblait pas être seule. On aurait dit qu'une colonie entière de la même espèce, ou d'une forme similaire, vivait sous terre. Dylan déglutit, s'appuyant sur Sarah. Alors c'est ça que les scientifiques ont découvert. Avant même qu'ils n'aient pu s'écarter, le rugissement métallique résonna à nouveau, mais cette fois venant d'en haut. Ils se retournèrent. La silhouette de ce monstre gigantesque apparut dans la brume, avançant à une vitesse stupéfiante. Ses griffes labouraient le sol, creusant de profondes traces. Sarah leva son arme, le souffle court. Si elle nous rattrape, c'est fini. Ethan se tourna vers Jake et Mia. Utilisez encore les grenades lumineuses. Il nous faut du temps pour rejoindre la navette. Mia dégoupilla la dernière grenade flash, l'activa et la lança vers la bête. Un éclair intense illumine les environs. La créature poussa un cri de douleur et se débattit, mais ne s'arrêta pas entièrement. Cette fois, elle semblait mieux résister à l'effet de la lumière. Dolan tira en rafale. Les balles crépitèrent contre la carapace, ralentissant malgré tout l'élan du monstre. « Allez, courez !» Ils atteignirent la zone où était posée la Helios Prime. Les lumières de l'appareil perçaient faiblement la brume, comme un phare d'espoir, promettant la sécurité. Athéna 1 annonça « Les systèmes sont opérationnels, en attente de l'équipage pour le décollage. Recommandation, embarquement immédiat. » Ethan fit signe de foncer vers la rampe, mais au moment où il s'en approchait, le monstre effectua un bond phénoménal et atterrit à côté d'eux. Le sol trembla si fort qu'ils furent projetés au sol. Jake se releva, ajusta son fusil et tira vers la tête du monstre. Celui-ci poussa un hurlement aigu, pivotant pour tenter de l'atteindre. Ethan tira aussi, visant les zones où le métal semblait moins épais. Un liquide sombre jaillit, mais la créature ne tombait pas. Mia chercha une autre grenade flash. Il n'y en avait plus. Elle n'avait plus de munitions. « C'est fini !» Le monstre se tourna vers Sarah, qui s'agenouilla, paralysée entre la peur et l'épuisement. Regarder ses yeux était suicidaire, mais elle ne pouvait fuir. Alors, Dylan, malgré sa blessure, jeta son fusil et sortit une arme de choc expérimentale qu'il avait récupérée dans la réserve. « Hey,
Espèce de monstre, brailla-t-il pour attirer l'attention. Les yeux dorés se braquèrent sur Dylan, qui activa l'arme et déchargea un arc électrique directement sur le crâne du monstre. La créature se tordit, émettant un rugissement assourdissant. Dylan maintint la gâchette enfoncée, même quand l'appareil commença à le brûler. Va, ô diable! Enfin, le monstre ploya les genoux et s'effondra dans un bruit sourd. Il bougeait encore, mais faiblement et désorienté. Ethan se précipita vers Dylan, qui vacillait de lâcher l'arme surchauffée. « On fiche le camp d'ici !» Tous montèrent à bord de la Helios Prime. Mia et Jake aidèrent Sarah, tandis qu'Ethan et Dylan fermaient la marche. La rampe se scella, et les moteurs de la navette rugirent pour le décollage. De la vitre, ils virent la bête se relever lentement, poussant un dernier hurlement de rage. Puis la Helios Prime s'élança vers le ciel, laissant V-17 derrière elle. À l'intérieur, l'équipage était à bout de force. Dylan reçut les premiers soins prodigués par Sarah. Jake et Mia ôtèrent leurs casques, soulagés d'avoir échappé au cauchemar. Athéna 1 communiqua « Nous sommes en orbite sécurisée. Recommandation : mettre en quarantaine tout échantillon récupéré et soumettre l'équipage à des tests médicaux après le contact avec l'environnement de V-17. » Ethan contempla le planète qui disparaissait des écrans de navigation. « La Pioneer 12 est perdue. Nous, on a survécu, mais ces choses sont toujours là-bas. » Jake, encore tremblant, murmura. « Et si elle quittait V-17 ?» Ethan ne répondit pas aussitôt. « On avertira le commandement. Il faut mettre ce monde en quarantaine. Aucune navette ne doit plus y atterrir. » Mia s'approcha. « Tu crois qu'ils ont fait des expériences interdites ?» Ethan se souvint des derniers mots de la vidéo qu'ils avaient visionnée. « Je pense qu'ils ont touché à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et ils en ont payé le prix. » La Helios Prime mit le cap au loin, emportant l'équipage à distance du cauchemar qu'était devenu la Pioneer 12. Le sort de V-17 restait incertain, mais chacun savait que cette planète recelait un danger dépassant l'entendement. Peut-être qu'un jour, d'autres expéditions reviendraient enquêter. Mais, pour l'instant, la directive était claire. Ne pas s'approcher de l'écho d'Assombras. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.